Bonjour à tous, c'est Romain Dobry depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Je suis ravi de vous retrouver pour ce brief de marché et brief graphique hebdomadaire. Bon, une séquence encore intéressante depuis quelques jours. Le futur CAC 40, comme on l'avait signalé depuis mercredi 28 septembre, ne formait plus de nouveaux plus bas. Et puis jeudi, au cours de la séquence baissière, jeudi 29, pas de pression baissière complémentaire. C'est la première fois depuis longtemps que les vendeurs ne reprenaient pas la main, que ce soit sur le futur CAC 40 ou sur l'Eurostoxx et même sur les futurs américains. Vendredi, nouvel élément, au cours de la hausse, une hausse à peu près équivalente à 1,50 à 60% de hausse sur le futur CAC 40 ou sur l'Eurostoxx, eh bien, la position ouverte sur les futurs augmente. Et donc, ça indique pour la première fois depuis début septembre que des acheteurs se manifestent. Et dès lundi, malgré toutes les inquiétudes autour de Crédit Suisse et de la faillite potentielle de Crédit Suisse, eh bien, le marché rebondit et la hausse se met en place avec dès mardi un gap haussier très très fort et une accélération haussière plus que marquée. Alors, tout ça ne met pas fin à la tendance baissière de long terme. Pour être clair et enlever tout suspense tout de suite, on est loin d'invalider un bear market en l'état actuel des choses, mais à court terme, on a des signaux intéressants et des choses qui vont se mettre en place, mais qui vont être à confirmer dans les jours qui viennent. Et on sait qu'on a un calendrier qui va être très chargé. Alors, on est jeudi 6 octobre, il est 22 h, les marchés sont clôturés donc aux États-Unis. Demain, on va prendre connaissance des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis pour le mois de septembre. C'est un marqueur évidemment important de l'économie et qui est probablement le deuxième marqueur après les chiffres de l'inflation que regardent les banquiers centraux pour guider leur politique monétaire. Donc on a un contexte qui va être et des éléments qui vont être très importants. Pour moi, le game changer, vraiment pour les jours et les semaines à venir, ça va être à partir de jeudi prochain les publications des banques américaines qui vont commencer. Il y aura BlackRock jeudi, et puis ça va s'accélérer vendredi avec plus de bancaires américaines. C'est le début de la saison des trimestriels qui va vraiment marquer le ton. Alors, on sait que tout ça se passe dans un contexte compliqué. On a déjà eu quelques warnings, on le rappelle. Il y a eu FedEx qui a déjà formé un warning. Nike aussi, qui a tout de suite été sanctionné. Apple, sous une autre forme, mais indique qu'elle n'augmentera pas sa production. Et puis, on a en contrepartie quelques entreprises qui publient au-delà du consensus et qui donnent un peu de visibilité. Donc, ça risque de rester sur ce registre-là assez technique, assez compliqué pendant les jours et pendant les semaines qui viennent. Donc, on va bien essayer de lire graphiquement les éléments qui peuvent nous donner des guides. Pour l'instant, un petit peu de mieux à court terme, probablement des répliques baissières par la suite, peut-être un peu de mieux sur un fond de consensus qui est quand même extrêmement pessimiste et dont on a presque atteint un paroxysme, je l'espère en tout cas, lundi. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le marché se reprenne fortement, mais qu'on ait des signaux d'amélioration à court terme, c'est possible. On est sous des niveaux d'alerte encore. On est toujours sous des niveaux d'alerte de long terme et il va falloir confirmer, invalider ce mouvement. On rappelle aussi que la hausse qui s'est formée lundi, sur l'indice parisien par exemple, s'est faite avec mardi avec 4 milliards de volume. Donc 4 milliards dans une hausse de 84%, c'est faible. Ce n'est pas un signe de main forte qui rentre dans le marché, ce n'est pas un signal acheteur fort et lourd. C'est notamment des vendeurs à découvert qui se sont rachetés, ça c'est un des éléments, et puis quelques entrées sur des valeurs qui étaient très en retard. On remarque qu'il se passe pas mal de choses du côté des valeurs cycliques, ça c'est intéressant, et puis des recoveries aussi toujours, et donc il y a quelque chose qui est en train de changer et un paradigme qui est peut-être nouveau qui est en train de se mettre en place. Ça va être long, on l'avait indiqué depuis longtemps, c'est une séquence qui va être longue, de toute façon, quelle que soit l'issue des publications trimestrielles, quelle que soit l'issue des chiffres de l'emploi de demain, ça va être trop court, mais il y a des éléments intéressants qui sont en train de se mettre en place. Donc on va regarder graphiquement ce qu'il en est. Alors je vous propose toujours de commencer par la photographie hebdomadaire du S&P, c'est le plus intéressant. Le grand indice majeur, on a une grosse invalidation dans une tendance baissière. On voit quand même déjà et toujours qu'il y a des répliques baissières, même si on a eu un rebond assez significatif. On n'arrive pas à repasser le niveau de 3810, vous vous souvenez de cette zone 3810, 3838. On va zoomer en graphique journalier et on se rappelle que c'était le pied du gap
du 13 juin dernier, pardon, et que sous 838, on avait détecté, nous, le signal d'une accélération baissière complémentaire. Alors, on évolue toujours au sein d'un trading range, à mon sens, qui est dans la duplication du trading range précédent. On évoluait sous le gap important, gap majeur, gap de rupture du 22 août dernier. Et ça a été bien un gap de rupture, hein, jamais comblé, testé mais pas comblé, et sous lequel l'indice a réactivé la dynamique baissière. Or, là il s'est passé un élément un peu similaire, c'est qu'on a formé un nouveau gap, peut-être de rupture manifestement, qui est en train d'être, qui n'a pas été comblé, et qui sera peut-être testé, et donc c'est autour de ce gap, de la même façon que celui-ci, que va se jouer l'évolution, à mon avis, des cotations pour les jours et peut-être les semaines à venir. Donc on a ce plafond de verre énorme du 22 août et celui-ci qui vient d'être mis en place avec donc un grand gap au-delà de cette résistance à 3700,70, un niveau qui devient vraiment charnière. On a réintégré 3634 et on invalide l'accélération baissière qui pointait en direction de la zone cible idéale, le bas du range qui était situé à 3460 points. Donc, premier signal, on ne va pas chercher le bas du range, du nouveau range. On reste au-delà, on réintègre un niveau de support majeur, 3634, et on forme ce gap qui peut être un gap de rupture, donc qui est notre marqueur. Ne pas retourner donc sous le 3734,45 et même si on pénètre à l'intérieur du gap, en tout cas ne pas le combler ou l'enfoncer trop vite. Combler, ça le fragiliserait, c'est pas l'apanage d'un gap de rupture. Tester à l'intérieur et repartir, ça c'est envisageable, on l'a vu ici avec le gap du 22 août. Mais pour l'instant, on a l'indice S&P qui s'inscrit à l'intérieur d'une structure en triangle. Alors elle est petite encore, mais elle a été bien testée 2 fois en bas, 2 fois en haut. Et pour l'instant, on est proche de la sortie. Alors on est très proche de la sortie du triangle. On aime bien que la sortie se fasse, et on peut peut-être zoomer un peu, on aime bien que la sortie se fasse avant la moitié, les 2 tiers ou les 3 quarts de la figure, pour que la sortie soit puissante et un peu rapide. On n'en est pas très loin, donc il va falloir réagir rapidement et la sortie va nous donner des éléments intéressants. On rappelle qu'un triangle symétrique, c'est dans 60% des cas une sortie dans le sens de la tendance d'origine, donc peut-être un mouvement par le haut. Et pour un triangle, on rappelle aussi, je vais supprimer la zone de gap pour qu'on voit mieux les bougies, c'est la taille du triangle dupliquée par le haut. Donc pour l'instant, un mouvement qui pourrait être de taille équivalente au triangle, 60% des cas sortis par le haut, ça donnerait, si l'indice sortait demain, une zone cible située au-delà de 3875, on sortirait de la zone d'alerte de long terme et on pourrait réactiver une dynamique haussière intéressante. Évidemment, c'est valable dans le sens inverse. Si on sort par le bas, on réactive la dynamique baissière. Et là, les cibles sont plus basses. On rompt à ce moment-là assez rapidement toute la zone de construction des derniers jours et on repasse sous 3700 en direction probablement de 3634. Sous 3634, l'accélération sera probablement assez brutale. Ça veut dire que toute l'impulsion qui s'est mise en place nous renvoie au moins à cette zone 3398, 3508. Donc avec une cible toujours idéale 3460. Donc pour l'instant, même s'il y a du mieux à court terme, et si on a envie de voir le côté un peu positif dans ce marché, on est loin d'invalider la tendance baissière qui est en place depuis plusieurs semaines. Et il faudrait vraiment repasser au moins sur le S&P ce fameux gap d'août dernier. On est très loin de l'invalider dans l'immédiat, mais encore une fois, ce serait le mieux qu'on puisse envisager de sortir par le haut de cette structure et de confirmer le petit mouvement haussier qui se met en place. Il faut le rappeler, il faut le dire aussi, dans ce marché, un consensus qui est extrêmement pessimiste en ce moment. Et la volonté de shorter ce marché est forte. Maintenant, il faut comprendre que les grosses mains ne vont probablement pas remettre de la pression baissière, sauf nouvel élément,
sur des niveaux actuels, même s'ils reviennent, et probablement ils se remanifesteront parce qu'on est toujours dans un bear market, qu'il n'y a pas d'éléments et pas de structure suffisamment grosse, on le voit ici, pour invalider le mouvement baissier. Même si des grosses masses manifestaient, elles attendront un peu que le marché plus rebondit. Vendre sur les niveaux actuels, le ratio risque-rendement est démesuré et c'est probablement pas la stratégie la plus sage, la plus sûre. Alors, on va regarder maintenant le Nasdaq. Donc, que vous avez ici en journalier, le Nasdaq, il avait, souvenez-vous, formé une structure de retournement baissière en épaule, tête-épaule inversée. La stratégie baissière reste valide. Maintenant, il y a des éléments qui tendent à la fragiliser. On avait donc cette grande structure, un peu tordue, on le disait, avec cette épaule qui était plus haute, mais force est de constater qu'on a quand même bien rompu le niveau et qu'on a accéléré à la baisse. Alors, il y a plusieurs éléments. Là, la cible, elle se situe à 10 166, zone cible 10 040, 10 166. Et on a d'une part, dans cette baisse, rompu la tendance baissière avec ce nouveau gap, gap de rupture. On n'arrive pas à déborder 11 546, ça a été d'ailleurs un des points clés. On voit qu'il y a des mèches aussi de rejet contre ce niveau-là. Et on repasse au-dessus du canal baissier qui était actif depuis le mois de novembre dernier sur le Nasdaq. Donc c'est important d'invalider, de ressortir de ce niveau-là. Et ça met un doute quant à la possibilité de la poursuite de cette tendance baissière, notamment parce que quand il y a une structure de retournement comme ça se met en place, on peut avoir ce qu'on appelle des pullbacks quand c'est un mouvement baissier ou throwback quand c'est dans l'autre sens, et de revenir tester la ligne de coup de la figure. Et là, revenir tester cette ligne de coup-là après l'accélération qu'on a connue, ça semble trop. Donc il ne faut pas repasser les niveaux haussiers et les plus hauts récents, donc 11 668 par exemple pour aujourd'hui, en tout cas la zone de résistance et en clôture qui se trouve au-delà de ce gap-là aussi, donc 11 638, on risque de former une structure qui ne sera pas un pullback, mais qui serait vraiment un mouvement de retournement haussier. Alors je dis au risque, ça dépend du sens ou de la position, mais au risque pour la figure de retournement baissière et pour aller chercher la cible. Donc aller chercher la cible sur le Nasdaq, c'est encore possible. Maintenant, on a donné encore une fois des signaux d'invalidation, ce gap de rupture, même si lui, il a déjà été bien testé, on le voit avec la mèche ici, mais c'est plutôt un appui sur la borne haute du canal baissier pour l'instant, qu'on voit, même s'il y a cette mèche de rejet ce soir, il y a beaucoup de prudence de la part des opérateurs, on le voit. Et parenthèse aussi d'ailleurs à ce sujet, au cours de la séance de consolidation d'hier, de mercredi, après cette accélération baissière, eh bien, il y a eu grosse destruction de contrats futurs. Ça veut dire que les vendeurs n'ont pas renforcé sur ce niveau-là, donc ils sont prudents, ils ne se manifestent pas. Ça, c'est un élément intéressant, ils ne le font pas sur les niveaux actuels. Mais ça veut dire aussi que probablement des acheteurs ont débouclé des positions. C'est-à-dire que ceux qui avaient bénéficié du rebond, qui ont bénéficié du gap, qui étaient rentrés dans la journée de hausse, ont déjà allégé une grande partie de leur position. Donc les acheteurs sont quand même assez frileux aussi dans ce marché et il n'y a pas beaucoup d'initiatives, mais on voit que les vendeurs sont en retrait. Les acheteurs sur cette séquence-là conservent la main. Les vendeurs ont un solde vendeur davantage en amont, mais en tout cas dans cette petite séquence, prudence de la part des deux camps et les vendeurs ne renforcent pas. Les acheteurs ont déjà allégé, donc ça donne une idée de la volatilité possible et du faible intérêt qu'il y a sur le marché et sur les marchés des futurs pour l'instant. Des opérateurs gardent du cash, ils veulent avoir plus de visibilité. C'est ce manque de visibilité qui est là et qui va durer encore pour des semaines. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc je ne reviens pas là-dessus. Météo, politique, géopolitique et bien sûr tous les corollaires liés à l'évolution des politiques monétaires et à l'économie et aux résultats des entreprises par définition. Donc pour l'instant beaucoup de prudence, quoi qu'il en soit, même s'il y a de l'amélioration dans les jours qui viennent, on restera agile et on prendra rapidement du bénéfice. On sera vigilant en tout cas au moindre signe de retournement de la tendance. Les niveaux d'alerte sont proches de toute façon. Donc voilà pour le Nasdaq qui donne quelques signes d'amélioration, mais pas de structure de retournement de moyen ou de long terme. C'est intéressant si on dézoome de voir quelle est la taille des figures qu'on a pour l'instant. On a une structure de retournement qui s'est mise en place sur plusieurs semaines.
avant d'accélérer à la baisse. Et là, on n'a pas de figure de retournement. Là, je me suis mis sur un graphique mensuel du Nasdaq. On peut essayer de le regarder en hebdomadaire. J'espère que le graphique n'est pas trop moche. Non, ça va. Je laisse parfois beaucoup de traits. On voit que cette structure de retournement, elle s'est mise en place sur plusieurs semaines. Ça a commencé, même si on va aller chercher dans les prémices, il y a assez longtemps. Et avant l'été 2021, hein, où il y a déjà eu des ralentissements de momentum, et vous voyez la taille et le nombre de semaines d'hésitation avant d'accélérer à la baisse, les rebonds de chat mort dans cette tendance baissière, et puis l'accélération. Vous voyez qu'on n'a pas de structure de retournement à proprement parler encore qui soit assez forte, même si on a un niveau de support qui a été marqué le 13 juin dernier, pendant la semaine du 13 juin, et un niveau de support qui est proche ici aussi. Mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant pour retourner un marché à la hausse, et donc c'est ça qui sera long probablement dans les semaines qui viennent. Intéressant de le voir de cette façon-là aussi. Alors, on va passer au graphique du VIX rapidement. Il n'y a pas d'éléments structurellement majeurs de changement sur le VIX, mais un VIX qui est plutôt en bas de sa zone d'alerte forte, qui a même mis un pied dans la zone d'alerte, donc sous les 28, qui reste quand même tendu à la veille de la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, et puis qui a rebondi. Toujours ce gap à aller combler un peu plus bas. On est toujours en zone d'alerte, on est un peu plus bas, on n'a pas encore paniqué, on n'est pas allé chercher des accélérations plus importantes. Alors on va passer au DAX pour revenir un peu en Europe. Le DAX, lui, on va le regarder en hebdomadaire. Il est toujours baissier, largement baissier, mais on est peut-être en train de former un avalement. On a eu déjà cette réaction. Au-delà du support important, support majeur de 11 950 points, qui date qui est un support de long terme majeur sur le DAX, on est allé invalider et rebondir, en tout cas en début de semaine, sur ce niveau-là. Et la bougie de cette semaine est peut-être en train d'englober la bougie de la semaine précédente. C'est ce qu'on appelle un avalement baissier, donc en bas de marché, peut-être un prémisse d'invalidation de la tendance baissière. On est pour moi toujours dans une séquence baissière, dans un trading range baissier. On a rompu les zones d'alerte, la zone d'alerte de long terme qui se situe ici. On est à l'intérieur jusqu'à 12 390. Si on retourne sous 12 390, il y a de bonnes chances d'aller chercher le bas de la zone. C'est vraiment ce qui va se jouer dans les heures à venir qui va être déterminant. On voit que le DAX est loin de réactiver une dynamique haussière puisqu'il est baissier et sous une ligne de tendance baissière de long terme depuis plusieurs semaines maintenant. Et puis on va passer sur le futur CAC 40, graphique en 14 heures. Là, je vais vous donner des éléments de suivi plus courts. J'anticipe sûrement un peu. On pourra dire que la figure est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais il s'est produit quelque chose et on va essayer de trouver des structures. Je vous disais qu'il n'y a pas de figure de retournement qui soit mise en place pour l'instant assez nette. On a juste eu une zone d'accumulation, un gap de rupture probablement. Sur le futur CAC 40 comme sur les autres indices, et pas de figure de retournement haussière, juste cette petite zone d'accumulation et une hausse. Pour qu'un marché se retourne, il faut une structure, il faut quelque chose. On peut en voir ici, alors elle est un peu penchée, mais on peut voir une zone épaule, tête, épaule ici, avec une accélération baissière ensuite. On a voilà, des figures qui mettent du temps à se mettre en place, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Là, il n'y a pas suffisamment. Or, depuis quelques heures, on a peut-être vu la formation d'une structure en épaule, tête ici, et épaule inversée qui se mettra en place. Alors, c'est avec une feuille de route à ce stade, c'est tôt pour la valider, mais en termes d'harmonie avec le reste du marché, elle correspond à quelque chose, puisque il y a cette ligne de coup, marquée par le point haut du 21 septembre et le point haut du jour, cette fausse sortie d'aujourd'hui au-delà de 6056 et au-delà du trading range précédent qu'on avait identifié, qui était la zone cible 5970, 6040. On l'a étendu un peu compte tenu de l'évolution des cotations. C'est 6075 en bas, 5975 le nouveau support, 6056 en bas. Et donc on pourrait par symétrie, par harmonie, aller chercher le bas de la zone pour prendre appui et former, on l'espère, un rebond. Alors, il y a plusieurs éléments à confirmer pour que la structure soit valide. Il faut d'une part que l'accélération
ne se produisent pas, si on baisse encore un peu, sous ce niveau pour conserver une harmonie, une forme de symétrie. Alors on peut aller chercher le support à 5875, mais pas au-delà. On peut même, par tolérance et compte tenu de la volatilité du marché, en intraday, aller mettre un pied dans la zone de gap, donc sous 5851, 5832,5. Aller combler le gap, ce ne serait pas un bon signe. Mettre un pied à l'intérieur, c'est tolérable pour la validation de la structure de retournement. Ça, c'est la première chose, défendre ce niveau en clôture et ensuite accélérer à la hausse et que cette hausse se fasse avec du volume. Il faut un minimum de volume pour valider des structures de retournement haussière. Ce n'est pas le cas à la baisse, mais à la hausse, c'est nécessaire pour que le marché remonte. Il a besoin de soutien, il a besoin de force. Donc ça va être à observer. Si par hasard on bondit dans cette zone-là, il va falloir que le volume confirme cette possibilité. Puis ensuite d'aller déborder en clôture ce niveau de 6056. Donc est-ce que ce sera demain? Il faut en tout cas que la structure se développe avant mardi au plus tard prochain, sinon par symétrie, ce serait trop loin pour que la symétrie de la figure soit respectée et probablement elle s'invaliderait, on repartirait soit dans un trading range, soit dans une invalidation avec une accélération baissière. Si en revanche on passe sous le pied du gap, on invalide ce gap qui n'est plus un gap de rupture, il sera comblé trop rapidement et on risque d'accélérer à nouveau à la baisse. Alors on a quelques supports intermédiaires, 5739, les points bas récents 5677, au-delà duquel on a réagi, mais il y a de bonnes chances d'aller chercher notre zone cible et de repasser en zone d'alerte de long terme, située entre 5390 et 5506. Voilà pour le CAC 40. Et puis, un dernier graphique à regarder qui peut nous donner des éléments pour les jours à venir. C'est le graphique du dollar index qui est allé chercher sa cible haussière suivante, 113,70, qui a accéléré même au-dessus, qui est toujours propre et qui travaille bien dans l'intérieur de son canal haussier de moyen terme, qui est actif maintenant depuis décembre dernier, et qui a formé en revanche, on va le surveiller, ce qu'on appelle un sommet en pince, avec un niveau d'ouverture et de clôture et d'ouverture des deux bougies hebdomadaires qui est quasi identique, et donc qui marque un coup d'arrêt possible dans la tendance. On va surveiller ce mouvement-là aussi. Pas d'invalidation pour l'instant du côté de l'euro qui rebaisse toujours, mais ce sommet en pince qui peut être un coup d'arrêt dans la tendance. Alors, sommet en pince, ce n'est pas une structure qui est extrêmement fiable, mais ça marque quand même le coup d'arrêt. Et puis cette grande mèche au-dessus, accélération haussière qui est invalidée. Toujours cette idée que les acheteurs tentent de prendre la main et que c'est les vendeurs qui l'ont pris en clôture. Et d'ailleurs, ça se confirme cette semaine pour l'instant, sans rompre le niveau de support intermédiaire 110,94, ni le canal haussier. Donc rien et aucune structure de retournement, peut-être juste une pause, mais pour l'instant, un indice qui n'accélère pas à la baisse et qui marque au moins un coup d'arrêt. Donc peut-être aussi des éléments favorables à une pause dans la tendance actuelle. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour cette semaine pour l'instant. Côté sectoriel, il n'y a pas énormément de choses qui se mettent en place. Toujours les secteurs forts liés à l'énergie et aux matières premières grâce à la hausse du Brent. J'oublie de vous montrer le graphique du Brent. J'y reviens tout de suite puisque c'est lui qu'on avait étudié dans le plan de trading en début de semaine et qui confirme le signal qu'on avait indiqué. Ce doji en porteur d'eau en hebdomadaire la semaine dernière, et donc on disait une possible accélération haussière, elle s'est bien mise en place. On est en hausse assez nette depuis le début de la semaine, puisqu'on prend 11,46% par rapport à la semaine dernière déjà. On s'approche de la première zone cible, c'est cette ligne de tendance baissière qui est active et bien propre depuis maintenant les points hauts de mars dernier. C'est la cible qui est en mire. Alors on va voir à quel moment on la touche, si c'est cette semaine. Ça paraît un peu tard maintenant, mais c'est autour de 99,10. Si c'est la semaine prochaine, ce sera plutôt autour de 98,45, avec ensuite pourquoi pas une extension pour aller chercher la cible de 102,90. Il faudrait donc déborder cette ligne de tendance baissière, pas forcément pour une accélération haussière très marquée ensuite, mais peut-être pour former un trading range et une zone de consolidation latérale pour le Brent par la suite. Voilà, ce coup-ci c'est tout ce que je voulais vous proposer comme élément pour la semaine, en tout cas en termes de graphique.
Quelques valeurs de l'indice CAC 40 que j'ai sélectionnées qui sont les plus fortes de ces derniers jours. Il y a Legrand qui donne des signaux de retournement intéressants. Publicis, c'est des valeurs fortes depuis quelques temps, on est rentré dessus. D'ailleurs, on a Saint-Gobain alors qui est intéressante pour une structure, c'est qu'elle fait il y a une triple divergence de MACD en hebdomadaire. Ça, c'est vraiment à surveiller. C'est souvent une figure forte qui peut entraîner un rebond. Encore une fois, ce sera confirmé. On est toujours dans une situation d'attente, hein, vous l'avez bien compris. Total est toujours valeur forte ces derniers jours. Et puis enfin, Safran et des volumes intéressants sur Safran depuis quelques séances, donc à regarder. Et puis des volumes intéressants aussi importants sur Schneider Electric. Et en plus, dans le fondamental, Schneider Electric elle peut bénéficier de la politique qui serait mise en place sur l'hydrogène. Donc c'est quelque chose à regarder et elle réagit plutôt pas mal ces derniers jours. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Chiffre de l'emploi aux États-Unis demain, donc prudence toujours, beaucoup de volatilité, pas de prise de décision importante dans ce marché. Maintenant, on voit comme la réaction de début de semaine est importante, qu'il est toujours nécessaire d'avoir un pied dans le marché, même si on est sous-investi, d'avoir toujours une exposition minimale parce que quand il y a une séance comme celle de mardi qui se met en place, c'est difficile de rentrer dedans et rattraper le retard est toujours très compliqué. Un élément aussi que je voulais vous donner, c'est que sur des niveaux, on me demande est-ce qu'on va vendre tel niveau ou racheter à tel niveau. On se fixe des niveaux comme des objectifs. Après, certains le font systématiquement d'acheter ou de vendre sur des niveaux une fois qu'ils sont atteints. Prendre du bénéfice sur des niveaux, pourquoi pas, mais initier une position sur un niveau seul, moi je trouve que ça ne fonctionne pas bien, ou en tout cas j'ai du mal, je ne sais pas bien le faire. Je préfère cumuler l'atteinte d'un niveau avec un signal, la mise en place d'un signal. Donc quelque chose qui va être plus tangible et qui va permettre de confirmer, parce que le simple niveau en soi, le fait de prendre position, ça peut mettre dans une situation inconfortable. Si le niveau est un peu débordé, on ne va pas être confortable, on peut être en moins-value pendant quelques temps, et donc le fait d'attendre un signal permet de se dire qu'on rentre sur quelque chose de plus tangible et on n'a pas à attendre, on n'a pas à transpirer sur une position sur laquelle on n'est pas complètement à l'aise en se disant qu'elle peut être débordée, surtout qu'on regarde beaucoup les mêmes niveaux, les niveaux techniques sont bien inspectés. Comme le marché est très drivé par la spéculation en ce moment et qu'il n'y a pas beaucoup de fonds, les niveaux techniques sont bien respectés ou les faux signaux importants. Donc il faut être capable de naviguer là-dedans. Voilà, c'était un petit élément complémentaire à vous donner pour aujourd'hui. Bonne fin de semaine à tous et on se retrouve rapidement pour un point journalier ou un point hebdomadaire. Merci.